vous avez en tête le thème de cette conférence. On est particulièrement heureux de recevoir Patrice Guénifé. À vrai dire, ce n'est pas la première fois qu'on le reçoit, puisque pour les plus anciens d'entre nous, on avait fait un séminaire. Il y a une partie en 2013. Je vois quelques personnes qui avaient participé à ce séminaire sur la Révolution française. On avait passé un certain temps à étudier les textes. Et Patrice nous avait parlé de la Révolution française. Et ça avait donné lieu d'ailleurs à un cahier que je vous conseille, qui est excellent, qui s'appelle Révolution, violence et terreur. Vous le trouverez d'ailleurs, si ça vous intéresse, qui est possible. Alors, c'est un peu dans le prolongement, je dirais, on va un peu prolonger cette discussion avec un nouveau livre qui est paru, un livre collectif, mais sous la direction de Patrice Guénifé et François-Guillaume Laurin, qui s'appelle Révolution française au pluriel, du Moyen-Âge à nos jours. Alors, on ne va pas attaquer le Moyen-Âge, on va se centrer sur l'époque plus moderne. À savoir la Révolution française, le 19e, et on terminera par... j'allais dire, un retour sur la France d'aujourd'hui. Voilà, alors, je vous signale aussi qu'on avait reçu Patrice Guénifé dans un débat, ça c'était en mars 2015, 2 ans après, avec, comment s'appelle Dominique Borne. Et le thème, quel récit national à l'heure de l'Europe, du multiculturalisme et de la mondialisation. J'avais oublié, oui. J'avais oublié. À cette époque, d'ailleurs, on avait vu les différentes appréciations dans la lecture de l'histoire de France, notamment avec Dominique Borne. Alors, je dirais que on va reprendre un peu cette question de la Révolution, puisque on a choisi ce thème politique autrement, vous le savez, ne s'engage pas dans la bataille électorale, mais on pensait que revenir sur un état de la France hérité, j'allais dire, depuis longtemps, pouvait être une approche qui prenne un certain recul réflexif par rapport à une actualité qui est très prenante. Puis d'ailleurs, les élections doivent se dérouler, je crois, dans 15 jours, c'est ça 15 jours. Donc c'est très proche. Alors, la première question, et puis je te donne tout de suite la parole, c'est, qui est posée d'ailleurs dans la présentation de cette conférence, qu'est-ce que représente ce tournant que représente la Révolution française? Je commencerai par une question peut-être plus précise, enfin si on veut. Qu'est-ce qui a changé avec la Révolution française si on se situe par rapport aux révoltes antérieures? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle apporte? Puisque les révoltes, les émeutes existaient bien avant la Révolution française. Qu'est-ce qu'il y a de neuf et en quoi on peut considérer qu'il y a une rupture par rapport à ce qui existait par rapport au passé? Le changement le plus marquant et le plus visible, c'est une nouvelle relation à l'histoire, d'abord. C'est-à-dire que les révoltes antérieures, et elles n'ont pas manqué, au cours de l'histoire de France, des révoltes, des révolutions, des insurrections, des soulèvements, des séditions, il y en a tout le temps en réalité. Souvent pour des raisons fiscales, mais aussi alors au XVIe siècle pour des raisons religieuses, pour des raisons politiques, toujours. Mais le point commun, en simplifiant bien sûr un peu, c'est que toutes ces manifestations de révolte, on peut dire d'ailleurs parfois révolutionnaires, la Ligue a des aspects tout à fait révolutionnaires, la Fronde aussi, c'est que toutes ces révoltes regardent vers l'arrière, regardent vers le passé et cherchent, ou plutôt aspirent au retour à un ordre de choses qui était conforme à l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire où le roi exerçait ses prérogatives, où sa volonté n'était pas trahie par de mauvais ministres, où les mœurs étaient moins corrompues. Bref, c'est toujours l'âge d'or qui est l'horizon, le retour à l'âge d'or, qui est l'horizon de ces révoltes. C'est également le cas en Angleterre, où bien on cherche à revenir, à rétablir les libertés historiques des Anglais, les libertés parlementaires, etc. Donc, dans tout l'Ancien Régime, dans tous les Anciens régimes, le passé est toujours l'horizon d'attente, toujours un retour en arrière, le rétablissement d'un ordre considéré comme naturel, comme bon, et dans une tradition qui remonte très loin, qui est une conception cyclique de l'histoire. Les empires et les nations et les États naissent, grandissent, arrivent à leur maturité,
Puis commence l'époque de la décadence, de la dégénérescence, de la mort, et on recommence. Voilà, cette conception-là se défait à partir du XVIIe siècle, sous le double effet de la science et de la méthode scientifique plutôt de la méthode analytique des sciences, puis au XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières, où là apparaît une conception de l'histoire comme progrès, où désormais l'horizon d'attente n'est plus hier, mais demain. Avec cette idée héritée des scientifiques, de la démarche scientifique du XVIIe siècle, que de tous les phénomènes, on peut décomposer les manifestations, les formes, pour en isoler les lois, et à partir des lois, on peut reconstruire le réel. Et quand cette démarche scientifique passe dans la méthode philosophique au XVIIIe siècle, eh bien, se mettent en place les éléments qui vont permettre la formation de l'idée révolutionnaire moderne, où il ne s'agit plus de restaurer le passé, mais d'inventer l'avenir. Et un avenir qui peut être radicalement différent de ce qu'a été le passé. Et la Révolution française va porter cette logique à son point extrême, puisqu'elle se présente d'emblée, quoique de manière très ambiguë, il y a toutes sortes de courants dans la Révolution, comme une tentative de refondation, d'invention d'un avenir entièrement neuf sur les ruines d'un passé condamné en bloc. Voilà, c'est ça qui est nouveau dans la Révolution française et qui en fait un événement tout à fait singulier dans l'histoire. Parce que même les Américains n'ont pas l'idée de rompre de manière aussi radicale avec le passé. D'ailleurs, ils continuent de se référer à la common law anglaise, ils gardent des attaches avec leur passé anglais. Il n'y a qu'en France où le projet de réinvention totale du monde sur la base d'idées rationnelles prend corps et devient une expérience historique. D'où vont sortir les philosophies de l'histoire. Alain Besançon connaît tout ça bien mieux que moi, au XIXe siècle. Et donc c'est en cela que c'est nouveau réellement. Alors on ne peut pas dater. Quelque part entre, disons, Descartes et Rousseau, le monde change intellectuellement. Et puis, il se trouve que c'est en France que ça va s'incarner. Alors là, il faut remonter à l'analyse, à mon avis, non dépassée de Tocqueville, disant que la politique, en France, était, plutôt l'action politique, restait le monopole on dirait aujourd'hui, de la haute fonction publique, c'est-à-dire des officiers du roi. Et qu'il y avait un découplage total entre le monde intellectuel, de la philosophie, de la science, et le monde de l'administration, autour du pouvoir royal. Et que, du coup, le monde intellectuel s'est d'autant plus attaché ou épris des idées radicales qu'il avait moins d'influence concrète sur le gouvernement des choses. Et quand la monarchie est entrée en crise, eh bien, au fond, cette conception littéraire de la politique, philosophique, avec ses idées radicales, a envahi la sphère de l'action politique. Et la Révolution française, c'est le moment où ces différentes logiques entrent en synthèse, en symbiose, et ça explique après le déroulement de la Révolution, même si, je le répète, la Révolution n'est pas unanimement jacobine, ni unanimement appliquée à une régénération absolue. Mais ce courant existe dès le départ dans la Révolution, et dès le départ, d'une certaine façon, c'est lui qui donne le là, parce que tous ceux qui en restent, au fond, à l'idée des États généraux, c'est-à-dire de la réforme, c'est-à-dire précisément à l'ancienne idée, revenir à un ordre de choses meilleur par la réforme des abus de la politique et puis du temps qui a passé, eh bien tout cela se retrouve très vite marginalisé et considéré comme des contre-révolutionnaires, des faibles, des tièdes et des ennemis de la Révolution. Donc à la fois c'est un événement vraiment singulier, mais il est l'aboutissement d'une évolution séculaire, qui commence quelque part au cours du XVIIe siècle, probablement. Voilà ce que je peux dire rapidement. Je vais rebondir un peu sur deux choses que tu viens de dire. D'abord, en ce qui concerne la question de la philosophie des Lumières, la philosophie de l'histoire, est-ce qu'il y a une continuité, est-ce qu'il n'y a pas des éléments de rupture, dans la mesure où la philosophie des Lumières impliquait une idée du progrès qui n'était pas une marche inéluctable de l'histoire
dans un sens qui serait émanant à l'histoire, que ce soit par l'infrastructure au sens marxiste, ou un espèce de darwinisme social à la Hitler, chez les nazis, mais impliquer que ce progrès devait se réaliser par la diffusion des Lumières, ce qui me semble un peu différent des philosophies de l'histoire qui ne passent pas par l'instruction ou par les Lumières, mais passent par une espèce de marche inéluctable historique. Non, il y a l'idée quand même, à partir du XVIIIe siècle, qu'il existe une force agissante dans l'histoire qui est le progrès. Avec toutes les théories adjacentes, par exemple, que la civilisation circule géographiquement. Vous savez, c'est l'idée de Condorcet, c'est-à-dire l'unité de la civilisation, qui s'est incarnée dans différentes parties du monde à différents moments, parce que l'idée du progrès, au fond, peut cesser d'exister dans une contrée du monde, se réincarner dans une autre, et revenir avec l'idée que la civilisation s'est incarnée dans la Grèce, puis dans Rome, puis est passée dans l'islam, et que de l'islam, elle est revenue en Europe. C'est la grande idée du XVIIIe siècle, mais quoi qu'on en pense, et peu importe l'exactitude historique du schéma, c'est l'idée qu'il existe quelque chose d'irrésistible dans l'histoire, qui est le progrès, comme disait Condorcet, le progrès de l'esprit humain. Voilà. Et que contre ça, effectivement, ça se heurte à toutes sortes de traverses politiques et historiques, culturelles aussi. L'ignorance, par exemple, la superstition, donc la religion, mais que néanmoins c'est quelque chose qui est inscrit dans l'avenir. Et si vous prenez les révolutionnaires, jamais les échecs qu'ils essuient, et ils subissent des échecs bien sûr politiques, ne les détournera de l'idée que l'histoire est avec eux. Hein, donc c'est vraiment c'est l'idée moderne de la révolution qui naît à ce moment-là, même s'il n'y a pas encore ni philosophie de l'histoire constituée. Hegel est un produit de la Révolution, il n'est pas avant la Révolution, ni idéologie au sens propre, c'est-à-dire une doctrine à la fois de l'action et de ce que sera le monde qui résultera de la Révolution. Ils n'ont pas ça. C'est en phase de constitution. Alors on peut dire que le jacobinisme est une sorte de proto-idéologie. Pour la première fois, on pense à la fois la révolution comme moyen et la révolution comme fin. Voilà, ça, c'est l'apport propre du jacobinisme. Mais ça n'aboutit jamais à quelque chose de parfaitement constitué. C'est-à-dire, ni les jacobins ne seront vraiment un parti, ça s'approche d'un parti, et le robespierrisme ne sera pas vraiment une idéologie. Voilà. Et en tout cas, ça ne sera pas compris. D'où d'ailleurs le fait que, contrairement à ce qui se passe en URSS, ça dure 18 mois, la terreur, et pas 50 ans. Voilà, c'est ça la différence, c'est qu'ils n'ont pas l'appui du parti, et ils n'ont pas non plus une idéologie homogène et omnipotente qui leur permettrait d'éliminer tout. Donc il suffit qu'au printemps 1994, les armées françaises, qui étaient défaites régulièrement, deviennent victorieuses et offensives. Il suffit que, je ne sais plus quel général, j'ai oublié, arrive à Amsterdam, et l'ensemble du système s'écroule parce que la seule justification qu'ils ont trouvée à l'arbitraire et à l'exception, ce sont les circonstances. Or, les circonstances, on ne peut tuer au nom des circonstances que tant que les circonstances durent. À partir du moment où il n'y a plus les circonstances, tout s'est effondré. Donc, dans ce sens, c'est une révolution neuve, mais en même temps, il y a une grande distance entre la Révolution française et ce que seront les révolutions du XXe siècle, qui, elles, pourront s'appuyer à la fois sur le parti et sur l'idéologie, comme discours pseudo-scientifique. Alors, je rebondis sur une deuxième idée que tu as dit, la conception littéraire de la politique. Est-ce que tu pourrais expliciter cette idée forte ? C'est-à-dire que, ce que veut dire Tocqueville par là, c'est que les intellectuels, les gens qui s'intéressent à la politique, qui sont très souvent des journalistes, des écrivains, des philosophes, des savants comme Condorcet ou d'autres, eh bien, ne sont jamais confrontés à l'épreuve de la vérification par l'expérience. Donc ils peuvent disserter sur le contrat social, sur les institutions. Jamais ils n'auront
à vérifier la validité de leurs dires, parce que contrairement à ce qui se passe par exemple en Angleterre, en France, les mondes sont totalement séparés. Le gouvernement est l'affaire de la monarchie, la littérature est l'affaire de la société intellectuelle, la classe riche n'est pas une aristocratie au sens anglais du terme, c'est une classe riche, mais ce n'est pas une classe dirigeante. Et tout ça fait que se développe un débat politique qui a pour enjeu la conquête de l'opinion publique, si l'on peut dire, mais qui n'a pas d'application concrète avant la Révolution, ou du moins avant les années 87-88, quand Louis XVI engage de grandes réformes avec le concours, l'émancipation des Juifs, la suppression de la question préalable, l'état civil des protestants, bref, toutes sortes de réformes avec le concours de quelques-uns de ces gens venus de la sphère intellectuelle. Mais au fond, c'est le constat que l'ancien régime où la politique était le monopole de la monarchie, cet ancien régime-là est déjà mort à ce moment-là. Hein, c'est-à-dire que le roi est obligé d'aller chercher un appui et une chance de salut dans cette classe intellectuelle qui, au fond, va subvertir le système, puisqu'elle s'était développée en dehors de lui. Voilà, on peut voir les choses un peu comme ça. Donc, je vais aborder une autre question à propos de la Révolution à partir du livre. Notamment la place, aussi un certain nombre de facteurs que tu dégages, qui est très bien dégagé, l'absolutisation de la souveraineté du peuple, les illusions sur le caractère fécond de la violence, je vais revenir, mais également un point qui me semble important, c'est le rôle des passions. Je vais citer ce que tu indiques. Il faudrait encore, pour bien comprendre les ressorts de ce mal révolutionnaire qui, avec l'amour des chefs, est peut-être le signe de notre immaturité collective, Michelet en était persuadé, évoquait quelques mauvaises passions françaises. Surtout, le ressentiment social et la jalousie, qui dans nos révolutions jouent un rôle bien plus décisif que l'adhésion à des principes. Parce qu'on a d'un côté un certain nombre d'idées, et on voit souvent Enfin, je veux dire, il y a une lecture, c'est pas l'idéologie, tu as bien précisé, c'est pas un système cohérent, il y a des idées, même qu'il n'y a pas de parti, mais on insiste beaucoup sur les idées et les conceptions. Et en même temps, ces idées et ces conceptions, elles sont articulées à des passions. Et ce que tu indiques, c'est que finalement, cet élément-là est quand même assez déterminant. C'est une jalousie et son ressentiment. Est-ce que tu peux un peu développer cette idée ? Je crois que chacun, dans l'expérience de sa vie, s'aperçoit que les passions sont souvent déterminantes et en tout cas qu'elles déterminent des comportements que la rationalité n'explique pas. Voilà. Et historiquement, je pense qu'il en est de même. Et il y a, à mon avis, c'est quand j'avais travaillé sur Bainville, je m'étais un peu intéressé à l'Action française. Si on prend le credo de l'Action française, on peut très bien comprendre et défendre les idées de l'Action française. Mais dans l'Action française, il y avait des passions mauvaises, tout à fait singulières, un goût de la violence en tant que violence, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres camps, hein, à l'extrême gauche, on peut retrouver aussi d'autres passions. Donc ça prouve que les idées elles-mêmes n'expliquent pas tout. Et que des passions très primitives comme la jalousie, l'envie, la haine, inversement aussi l'amour, peuvent expliquer beaucoup de choses dans le comportement politique. D'ailleurs, on le sait bien, le théâtre politique, c'est pas simplement un affrontement d'idées et de principes, même très rarement, c'est un affrontement de tempérament et de passion qui souvent échappent au contrôle des individus. Et il me semble que la Révolution, de ce point de vue-là, mais on voit déjà ça dans Plutarque, par exemple, hein, les vies des hommes illustres, c'est quand même un catalogue de tempérament et de passion. Et c'est ce qui en explique d'ailleurs toujours l'actualité et l'intérêt. Si on lit Plutarque, c'est parce qu'il y a un intérêt, c'est parce que ça nous révèle des choses. Et la Révolution française, comme tous les moments de crise de l'histoire, est aussi un formidable théâtre des passions. Sans quoi on ne peut pas expliquer beaucoup de luttes fratricides entre les révolutionnaires, que les principes n'existent pas. Quelle différence en réalité entre Danton et Robespierre ? Si je voulais dire, il y en a un qui couche et l'autre pas, mais voilà. Mais en dehors de ça, quelle est la différence ? Il n'y en a pas. Mais il y a entre eux une haine personnelle qui naît très tôt, qui est une haine une incompatibilité de tempérament,
qui fait qu'ils vont s'entre-exterminer jusqu'au dernier, en l'occurrence, puisqu'ils vont tous passer à l'échafaud. Donc les passions, c'est un facteur déterminant de l'action politique, au-delà de l'adhésion à tel ou tel principe ou idéologie. Ce qui évite une lecture un peu intellectualiste, on pourrait dire, des révolutions, parce que souvent on insiste sur c'est l'emprise des idées, etc. C'est vrai, mais ça articule à des affects et des passions. Oui, le cas de Marat est intéressant, parce que chez Marat, il y a effectivement une conception de la politique, meurtrière, passablement, il y a des idées, mais il y a surtout une charge passionnelle très forte dans le langage. Et c'est l'invention de Marat, au fond, c'est l'irruption. Ce qu'il invente, c'est l'irruption des passions dans la politique. Et la perversion totale du discours politique par la passion, par la haine, par la haine de, comment, on ne peut pas dire de classe encore, mais voilà, la haine contre les ennemis de la Révolution. Donc il est un bon exemple de ça. Et Robespierre, pareil, sous des formes tout à fait différentes qui sont le contrôle extrême de soi, hein, le discours de la vertu, mais on y trouve exactement, on y sent un ressentiment sans limite contre le monde de l'Ancien Régime. Et on sait que la terreur, dans bien des cas, alors il y a eu beaucoup de gens emprisonnés, mais aussi beaucoup de suspects, il y en avait à peu près un peu plus d'un demi-million en France, étaient incarcérés à domicile. Et ceux, les anciens nobles, étaient placés sous la surveillance de leurs domestiques, qui souvent les avaient dénoncés, etc. Et là, on voit aussi le poids du ressentiment, qu'on peut pas on peut pas ramener ça simplement à l'amour de l'égalité et à la haine des privilèges. C'est-à-dire qu'il y a une haine sociale très virulente dans ces événements. Alors j'en arrive vers la suite, peut-être pas logique, mais à propos du rapport précisément entre le lien de la Révolution française 1789 et 1793 et la terreur. On l'avait déjà abordé lors du séminaire. Bon, je voudrais rappeler quand même la célèbre formule de Clémenceau, à l'Assemblée nationale, d'ailleurs à la Chambre en 1891. C'est un bloc. Que nous le voulions ou non, que cela nous plaise ou non, que cela nous choque, la Révolution française est un bloc dont on ne peut rien distraire parce que la vérité historique ne le permet pas. Donc il y a cette idée, d'ailleurs je l'ai entendue encore assez récemment par un certain nombre de gens qui continuent de défendre cette idée en disant dissocier de 89 de la terreur, oui, je suis plutôt d'accord, moi. Quoi, d'une certaine façon. Alors je voulais t'interroger là-dessus, juste un point, tu soulignes d'ailleurs qu'il y a plutôt des courants opposés qui ne sont pas les mêmes, des positions opposées sur cette question-là, c'est-à-dire à la fois c'est un bloc ou ce n'est pas un bloc, ou c'est séparé, il y a le moment libéral de la Révolution et il y a le moment de la terreur. Quel est le lien finalement entre les deux? Puisque tu parles, je vais te citer, la manifestation à travers la violence d'une virtualité de la culture politique de la Révolution française. Et tu dis, en fait, c'est là la force de ton hypothèse, je crois que c'est dans le cahier d'ailleurs qui a été publié par Politique Autrement, la terreur apparaît comme le produit nécessaire de la révolution considérée en elle-même, c'est-à-dire comme forme particulière du changement historique, indépendamment de ses principes, et même du lieu et du moment où elle éclate. Est-ce que tu pourrais expliciter cette formulation? C'est pas d'une limpidité extraordinaire. Non, mais... On peut pas dire. Bon, traditionnellement, il y avait les deux thèses. Voilà. La thèse de Clémenceau, qui a été défendue en particulier par ceux qui pensaient que 93, c'est un dépassement de 89 et que c'est la vérité positive de la Révolution, parce que c'est le moment où l'égalité sociale succède à la simple quête de la liberté individuelle et de la citoyenneté. Donc ça, c'était le camp de la gauche, classiquement au XXe siècle, et à droite, il y avait bien sûr ceux qui soutenaient la même thèse en disant que 93 était la vérité de 89. C'est-à-dire que les droits de l'homme et la terreur, c'était blanc-bonnet et bonnet blanc. Furet a essayé, puisque je fais allusion à lui en fait, Furet a essayé de trouver une voie moyenne en étudiant la culture politique qui avait été celle des révolutionnaires de 1789, donc l'ensemble de la culture héritée
du XVIIIe siècle, en disant que là, il y avait des possibilités despotiques qui tenaient à la fois à la philosophie, Rousseau, mais qui tenaient aussi à l'héritage de l'absolutisme et à l'héritage du catholicisme. Et que dans tout cela, il y avait matière à une dérive despotique de la Révolution parce que la tradition française privilégiait l'unité, voire l'unanimité, contrairement aux pays anglo-saxons qui avaient une plus forte tradition du pluralisme. C'était sa thèse. Je pense qu'on pourrait discuter de l'amour du pluralisme chez les Anglais, mais bon, les catholiques et les Irlandais seraient sans doute pas d'accord avec cette interprétation, mais peu importe. C'était sa thèse. Alors je crois que il est impossible de séparer réellement 89 et 93. Parce qu'après tout, 93 commence en 89. Marat, il n'apparaît pas sur la scène après la chute du trône. Marat, il fonde son journal le 12 septembre 1789, c'est-à-dire au début même. C'est-à-dire que dès les premiers jours de la Révolution, la rhétorique de la terreur est présente. Elle est là, hein, comme rhétorique. Ils n'ont pas encore les pouvoirs de tuer des gens, mais la rhétorique est là, les mots, les idées, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a que des ennemis, l'idée que l'unanimité est une règle, l'idée qu'on doit exclure de la communauté et priver de leurs droits légaux tous ceux qui sont en désaccord ou tous ceux qui par état et par nature ne font pas partie de la communauté régénérée. Bref, la terreur, elle est là. Voilà. Alors, je crois que la Révolution, d'emblée, a partie liée avec la terreur. Et d'abord pour les raisons, dans cette phrase obscure que tu viens de citer, c'est que la Révolution, c'est le retour à l'état de nature. Le contexte devient révolutionnaire quand s'effondrent toutes les autorités légitimes et même toutes les autorités légales et toutes les procédures qui empêchent les gens de régler leurs conflits par la violence. Alors, à partir de ce moment-là, forcément, on va vers le pire. C'est un peu la définition de Clausewitz de la guerre. C'est-à-dire qu'on se retrouve, mais c'est même pire que la guerre, parce que dans la guerre, il y a quand même des règles. Il y a quelques règles. Dans la Révolution, il n'y en a pas. Il n'y a plus de règles, de lois pour encadrer les conflits, et il n'y a plus d'autorité pour les arbitrer. Alors, à partir de là, c'est un pur rapport de force. Et on voit dans la Révolution, et on le voit là dans toutes les révolutions, une dynamique de surenchère parce que la légitimité appartient à celui qui est plus révolutionnaire que ses concurrents révolutionnaires. Et moi j'ai beaucoup travaillé sur Robespierre et on voit qu'il est le plus habile à ce jeu. Toujours collé à la tête de la colonne révolutionnaire, ne jamais se laisser distancer, pour ensuite pouvoir prétendre camper au centre et éliminer ses adversaires de gauche et de droite. Hein, voilà. Donc il y a quelque chose dans la Révolution de fatal qui tient à la nature même de ce phénomène révolutionnaire et qui conduit au pire. Au pire. Alors maintenant, si on veut dissocier, alors je sais que c'est un peu artificiel, mais je dirais que la part libérale de la Révolution, et il y en a une, après, tous les révolutionnaires font les départements, ils font des réformes dans tous les domaines, c'est la part qui appartient au siècle. Parce que ce sont les idées du siècle. Ils en sont aussi les dépositaires, les héritiers. Et ils vont mettre en œuvre les idées qui étaient celles du XVIIIe siècle, les idées qui se sont réalisées partout en Europe, dans le monde européen, et partout sans révolution. Il n'y a qu'en France où ça a pris cette part-là. Donc, de toute façon, l'émancipation des Juifs, l'émancipation des protestants, la fin de la torture, la réforme judiciaire, l'égalité devant l'impôt, la fin des privilèges, tout ça se serait fait sans révolution. Moins vite, peut-être moins complètement. On n'aurait pas aboli les titres de noblesse, par exemple, mais en même temps, ça se serait fait parce que c'était le siècle. Et dans ce sens-là, moi, je crois assez à la philosophie de l'histoire. Je crois que les sociétés marchent dans une certaine direction et que tout ça se serait fait, comme ça s'est fait ailleurs, et dans des pays qui, pour la plupart, avaient pris en horreur la Révolution française, mais qui néanmoins étaient travaillés par cet esprit moderne, par, comme Tocqueville aurait dit, l'égalité des conditions,
qui était un mouvement irrésistible et qui l'est toujours encore aujourd'hui. Alors, dans ce sens, la Révolution se sépare ou se distingue en partie de son bilan, parce que son bilan ne lui appartient pas exclusivement, il se serait réalisé autrement, et la Révolution apparaît finalement en effet comme un bloc, parce que dans 89, eh bien, il y a déjà 93 qui est là. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu complètement, mais... Je reconnais quand même qu'il y a un moment libéral qui s'est trouvé très vite pour écraser, dépasser et entraîner vers autre chose. Qui est le... Il y a eu un moment libéral. Oui, bien sûr, c'est la fin du réformisme des Lumières. Et alors, dans l'histoire du XVIIIe siècle, c'est surtout sous Louis XV. Ça commence avec la Régence, mais c'est surtout le règne de Louis XV, où il y a tout, c'est l'essor du mouvement physiocratique. C'est l'essor, le développement des grands commis réformateurs de l'État, qui va connaître son apogée au moment de Maupoux, en 1770, c'est-à-dire de gens qui ont une très claire conscience de ce qu'il faut réformer. Ils n'y arriveront pas parce que l'Ancien Régime est toujours pris entre sa volonté de conservation et sa volonté de réforme. Et alors, il n'aspire qu'à une chose, c'est à bousculer la résistance des privilégiés, mais il n'ose pas parce que l'Ancien Régime, par nature, conserve. Donc il crée des instances, il empile, sans jamais rien supprimer. Et ça paralyse un peu la politique de réforme. Et finalement, cette réforme que l'État, qui n'a pas pu être faite par le haut, par la politique réformatrice des gouvernements, eh bien, en 89, les monarchiens, un certain nombre de nobles libéraux, la noblesse libérale, vont tenter de le faire par l'Assemblée constituante, par le parlementarisme et par la Révolution. Mais ça dure, c'est terminé en octobre. C'est au moment de la marche des femmes sur Versailles, ce chapitre de la Révolution est terminé. Mounier va émigrer, une partie de ces aristocrates libéraux vont basculer dans le camp de la pure contre-révolution, et c'est finalement Bonaparte qui reprendra le projet et qui refera ce que Louis XV n'a pas su faire, c'est-à-dire, ou pas pu, la réforme par le haut, par l'État. Mais il faut dire qu'entre-temps, il aura bénéficié de la table rase révolutionnaire qui aura aplani les obstacles, là, puisque là, il n'y aura plus de corps intermédiaires pour s'opposer aux réformes. Donc c'est un peu voilà comment les choses se sont faites, malheureusement, si l'on peut dire. Alors, on a reçu une question, la politique autrement, je l'ai vu ce matin, oui. Je vous en informe. Au hasard de la relecture de l'article intitulé « La certitude française » signé de Raymond Aron du premier numéro de la revue Commentaire en 1978, rencontrait cette phrase « Le passage des émeutes à la Révolution suppose des gouvernements incertains de leur légitimité et l'existence de minorités révolutionnaires. » Et on reprend la formule des gouvernements incertains de leur légitimité. Raymond Aron parle bien de la conscience que peuvent avoir des gouvernants de leur légitimité, non pas de la contestation de cette dernière. Cette idée de Raymond Aron n'éclaire-t-elle pas notre actualité? D'abord, elle éclaire l'histoire, parce que... je ne pense pas que ce soit applicable à la Révolution, parce que Louis XVI avait une claire conscience de sa légitimité. Oui. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis de devenir roi lorsqu'il avait tout perdu. Puisqu'on peut dire qu'il est vraiment devenu roi lorsqu'il a été détrôné, et pendant les quelques mois qui ont précédé sa mort, pendant qu'il était prisonnier. Donc il avait une claire conscience. Mais ça éclaire par exemple une anecdote de 1848. Louis-Philippe part en exil, la Révolution suit son cours. En juin 1948, la garde nationale mitraille les ouvriers parisiens. Et Louis-Philippe, dans son exil, dit à la Révolution, elle en a bien de la chance, elle peut faire tirer sur le peuple. Mais ça en dit long, parce que ça veut dire que lui n'avait pas cru pouvoir faire tirer sur le peuple. Et c'est-à-dire pourquoi il a perdu le pouvoir en février 1848, après une simple fusillade de rien du tout. Voilà. C'est parce qu'il n'était pas certain de sa légitimité. La Révolution était passée par là, et la légitimité d'une monarchie restaurée, en plus d'une monarchie élue comme celle de février de 1830, n'était pas évidente. Donc il est certain que la Révolution, le contexte devient d'autant plus révolutionnaire que face à des minorités conscientes de leurs droits, voire de leurs forces, eh bien on a un pouvoir
qui doute de sa légitimité. Je crois qu'on a vu ça en mai 68 aussi, où l'espèce de paralysie qui s'est emparée du pouvoir en quelques jours, ça a été éphémère, mais participait de la même chose. C'est un pouvoir qui ne trouvait plus de ressort en lui-même pour affronter la situation, c'est-à-dire pour en venir à des extrémités qu'on ne peut se permettre que quand on est certain de sa légitimité ou lorsqu'on se moque des réactions de l'opinion. Dernier point sur la Révolution française, il y a à propos de la conception du peuple et le rapport avec la réalité. Il y a une anecdote que je ne connaissais pas. Je vais lire la page, parce que c'est... Oui. C'est quand même assez extraordinaire, à propos de la façon, ce qui tourne à la farce, quoi, à propos de la représentation du peuple. Mais je ne connaissais pas du tout. Je vais... Page 22. 22, je vais lire. Voilà, la noblesse avait fait le sacrifice de ses privilèges la nuit du 4 août. Il n'était pas question d'abolir les titres de noblesse. Et puis en 1790, un courant se fait jour, d'ailleurs animé par des nobles eux-mêmes, pour en finir avec les titres de noblesse, c'est-à-dire que pour que Lafayette, c'était surtout dirigé contre Lafayette, pour qu'il devienne Monsieur Mottier, et que Mirabeau, que détestait désormais la gauche, devienne Monsieur Richetti. Alors, on était à l'époque du mouvement fédératif qui allait préparer la grande fête de la Fédération du 14 juillet 90, et voici ce qui se passe le soir du 19 juin 90 à l'Assemblée nationale. On annonce une députation. Entre alors le baron Klotz, suivi d'un cortège d'une soixantaine de Polonais, Anglais, Siciliens, Liégeois, Syriens, Indiens, Suédois, Arabes et autres Chaldéens, tous portant le costume de leur pays. Lorsque Klotz eut demandé le droit pour toutes les nations de l'univers de prêter le serment fédératif, l'Arabe présent prit la parole, s'efforçant, comme dira Montlosier qui avait assisté à cette comédie, de parler un français des plus fautifs afin de prouver qu'il était turc. S'était-il souvenu du bourgeois gentilhomme, Abou Saïm Oki Borav Jordina, Salam Aleiki, disait le moufti en guise de salutation. Le procès-verbal s'abstient de transcrire le sabir de cet ambassadeur, auquel le président de séance répondit avec sérieux « Monsieur, c'est l'Arabie qui jadis a donné à l'Europe des leçons de philosophie. Aujourd'hui, la France, voulant acquitter la dette de l'Europe, vous donne des leçons de liberté. » Les tribunes applaudissaient à tout rompre, une partie des députés se pâmait. Alexandre de Lameth attendait le départ de ses émissaires des antipodes pour en venir aux choses sérieuses. Et c'est ainsi que les titres de noblesse furent abolis à la suite d'une farce digne de Molière et dont personne n'osa s'indigner de peur de revêtir l'habit d'ennemi du genre humain. Car tout ceci n'était que parade de foire. On avait visé le magasin des costumes de l'opéra. Quant à ces Chaldéens et ces Siciliens, on les avait pris dans la rue, leur promettant 12 francs chacun s'ils voulaient bien tenir cet emploi de représentants de l'univers. Le lendemain, le très réactionnaire comte de Biencourt, député de la noblesse de Guéret, riait encore en arrivant à l'Assemblée. « Il vient de m'arriver une bonne scène, raconta-t-il. Un de ces ambassadeurs du genre humain est venu me trouver ce matin et m'a demandé 12 francs. Je lui ai demandé à quel titre. Et il m'a répondu « Monsieur, c'est moi hier qui faisais le Chaldéen. » Oui, bon, voilà. Bon. C'est assez peu connu, je ne connaissais pas du tout cette anecdote. Mais je pense que c'est assez fréquent dans la Révolution. Oui. L'aspect théâtral, ça c'est dans tout à l'heure. Non, ce n'est pas vraiment l'aspect théâtral, c'est le fait que tout le monde fait comme si ce qui se passait n'était pas une comédie. Et on le voit encore sous la terreur avec toutes ces députations qui viennent accabler les vaincus du jour et qu'on revoit le surlendemain accabler ceux qui étaient les vainqueurs 48 heures avant. Et tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de consentement à ce qui n'est au fond qu'une farce et qu'une comédie, mais avec des conséquences parfaitement tragiques. Bien, eh bien écoutez, on pourra reprendre sur la Révolution française. Je vais avancer sur un deuxième moment 19e, la Révolution de 48. Oui. Parce que elle est peut-être pas moins connue, mais pourtant elle représente une importance historique assez considérable. Alors bon, je ne vais pas rappeler l'ensemble des éléments entre les journées de février 48 et celles de juin 48.
où là, on mène une insurrection ouvrière de façon assez sauvage. Terrible. Qui prépare d'ailleurs la répression La commune. d'une certaine façon. Mais après cette chute de Louis-Philippe, j'avais plusieurs questions. D'abord, on voit, c'est assez bien montré, comment finalement se combine une conception républicaine libérale et une conception républicaine sociale, pour qui, finalement, j'allais dire, liée à la nouvelle donne qu'est la révolution industrielle, en fait. Comment, si la révolution doit aller au bout de sa logique, elle doit y compris intégrer la dimension du travail. Donc c'est quand même un élément fondamental d'apport nouveau par rapport à la Révolution française. Et puis alors, c'est quand même assez important. Bon, moi, il se trouve que quand j'avais fait l'enquête à Cadenet sur l'Église, c'était marqué liberté, égalité, fraternité. Et je pensais que ça datait naïvement de la Révolution française, mais pas du tout. 48. 48. Liberté, égalité, fraternité, c'est 48. Le drapeau définitif, bleu, blanc, rouge, c'est aussi 48. Donc c'est quand même un élément très important. En plus, il y a la question du suffrage universel, donc, qui est établi avec une nouvelle constitution où il y a quand même un nombre d'électeurs, je crois que c'est 7 800 000 électeurs, soit 84% des inscrits, ce qui est quand même pour l'époque considérable. C'est un suffrage masculin. On est d'accord, mais enfin quand même... Non, mais c'est considérable. C'est considérable. Oui. Et il y aura l'élection du président de la République au suffrage universel, qui était là où il y a eu une participation la plus importante. Avec 75% des votants dès le premier tour a été élu, j'allais dire Bonaparte. Louis-Napoléon. Louis-Napoléon. Et qui fera son coup d'État ensuite, je vous rappelle, après 1851, avec le Parti de l'Ordre, qui se présentera comme le Parti de l'Ordre après les émeutes ouvrières, et qui remportera haut la main donc l'élection présidentielle, et ensuite fera son coup d'État, qui sera ensuite ratifié par référendum. Oui. Donc il faut bien avoir en tête ça. D'ailleurs, ce qui fera dire à Proudhon une phrase que je trouve un peu cynique, mais enfin, rien n'est moins démocrate au fond que le peuple. Ça, c'est après la Restauration. Ces idées le ramènent toujours à l'autorité d'un seul. Ça, c'est cool. Alors, je voulais poser plusieurs questions sur cette révolution. D'abord, sur le premier moment de cette révolution, c'est-à-dire, on pense à Lamartine qui refuse à l'hôtel de ville la présence du drapeau rouge et arrive à faire tirer le drapeau rouge, le mettre de côté pour mettre le drapeau bleu, blanc, rouge. Je voulais poser le poids du romantisme de ces années-là, c'est-à-dire Lamartine, mais aussi on pense à Victor Hugo. Victor Hugo, Michelet, C'est déjà. pas un legs, parce que je sais que par exemple en 68, les barricades ont pensé, on a parlé beaucoup de Lénine, de Mao, etc., mais on oublie aussi une dimension qui était dans les rues de Paris, c'est qu'on rejouait sur une scène de façon absolument caricaturale, et je dirais, alors là pour le coup vraiment théâtrale, par rapport aux insurrections qui existaient, mais il y avait une dimension comme ça qui nous ramenait à ça. Quel est donc le poids du romantisme dans dans ces révolutions, mais dans celle-ci en particulier? Oui, c'est en effet, tu as raison, c'est une révolution. Alors, quittons l'histoire globale des révolutions. Dans l'histoire de la France, c'est un tournant 1848, parce que c'est un événement d'un genre nouveau par sa dimension sociale, qui est en grande partie absente de la Révolution française, même si il y a le mouvement des enragés, il y a quelques mouvements qui insistent sur la question sociale, mais qui n'existent pas encore, puisque la France reste un pays agricole et un pays de corporations artisanales. Il n'y a pas vraiment d'industrie, sauf très localisée. Le grand tournant, ça a été 1830, et qui probablement explique la totalité des aspects nouveaux. C'est-à-dire que la monarchie de Juillet, socialement, voit la naissance de l'industrie, car c'est après 1830 que la France fait sa révolution industrielle et entre dans un autre type de société qui existe déjà en Angleterre, etc. Mais c'est là que naît la question ouvrière, c'est là que naît la haine de classe, voilà. Parce que avant même juin 48, où la République va réprimer les ouvriers, la répression à partir de 1832-33 par la monarchie de Juillet des grèves et des soulèvements ouvriers, je pense au mouvement des Soyeux à Lyon, des ouvriers de Lyon en 1934, est une répression d'une férocité inouïe. C'est-à-dire que même la Révolution française n'a pas connu ça, sauf bien sûr les crimes en Vendée, mais n'a pas connu quelque chose comme ça. C'est-à-dire où se mêle alors le souci légitime de l'ordre public
mais accompagné d'une véritable haine comme on dit, des rouges déjà, ou des partageux, qui fait que toute contestation sociale est assimilée à un réveil de la terreur, de l'esprit de la terreur, rétrospectivement. Donc ça va expliquer en grande partie la violence de 48 à partir du moment où la révolution va se diviser en deux courants. Et comme tu as dit, cette répression atroce de juin 48, où les gens sont accourus de Normandie, de toutes les régions autour de Paris, pour massacrer les ouvriers, pour aider, vous savez, il y a toutes ces anecdotes des femmes crevant les yeux des ouvriers faits prisonniers, vraiment des scènes qu'on n'avait pas connues au temps de la Révolution française. Alors, si la Révolution de 48 est fortement marquée par le romantisme, ça veut dire de deux choses. Ça veut dire d'abord que si le souvenir de la terreur reste présent, c'est plutôt comme un repoussoir que comme un motif d'adhésion et de mobilisation pour le camp révolutionnaire. D'ailleurs, c'est une révolution qui n'est ni pro-terroriste, ni anticléricale, puisque la révolution de 48 va être accompagnée et approuvée et encouragée par beaucoup de prêtres. Il n'y a pas de courant, le courant anticlérical se réveillera plus tard, mais en 48, non. Donc c'est très marqué par la légende, on pourrait dire, de la Révolution française, d'une Révolution française qui est réduite ou ramenée à l'idée de justice sociale et à l'idée de la fête de la fédération, c'est-à-dire de la grande unité nationale, à la grande idée de la patrie, de la nation victorieuse, de la défense patriotique, et qui est débarrassée d'une partie de son héritage. C'est par la suite que, avec les divisions du camp républicain, et quand la République va se scinder en deux, le parti de l'ordre, le parti du mouvement, que les choses vont changer. Donc c'est un peu un intermède dans l'histoire, et qui trouve son ciment dans le rejet. On a du mal aujourd'hui à comprendre le rejet que suscitait la monarchie de Juillet, c'est-à-dire qui était vu à la fois comme un régime indigne de l'épopée nationale, un régime calculateur, bourgeois, égoïste, petit, et qui faisait l'unanimité contre lui. Et au fond, l'élan de 48 se fait d'abord contre ça. Renouer avec la Révolution dans ce qui en elle évoquait la grandeur de la nation, de son histoire, son unité. Et le moment que privilégient les révolutionnaires de 48, c'est la fête de la Fédération, plutôt que les déchirements de 93. Mais ce qui va se passer avec les ateliers nationaux ensuite, entre mars et juin, puis la répression de juin, va faire voler en éclats ce bref moment romantique de la Révolution qui ne reviendra plus. Même, alors on ne le reverra pas pendant la Commune, bien sûr, mais ensuite on ne le reverra pas dans le mouvement révolutionnaire français. Voilà. Très bien. Oui, sur la question la question sociale, parce que si on prend la Constitution, je trouve que je l'ai lu, mais ça va quand même assez loin. Enfin, je vais vous lire pour qu'on se remette un peu les idées. La République doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler. Et alors ça, c'est dans la Constitution elle-même. Il y a l'article 13, chapitre 2 de la Constitution, qui va, là aussi, qui est quand même assez nouveau. La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie. La société favorise et encourage le développement du travail par l'enseignement primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité des rapports entre le patron et l'ouvrier. C'est dans la Constitution. Les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires et l'établissement par l'État, les départements et les communes de travaux publics propres à employer les bras inoccupés. Elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources et que leurs familles ne peuvent secourir. Donc c'est un programme social qui est quand même assez... Oui, qui à mon avis porte aussi la marque du catholicisme social,
qui s'est beaucoup développé sous la monarchie de Juillet, et donc on y retrouve l'empreinte de gens comme Lamennais, etc., très, très clairement. Bon, une partie de tout ça était déjà dans la Constitution montagnarde de 93, notamment le droit à l'instruction et le droit à l'assistance, et le droit au travail, qui était déjà en 93 dans la Constitution jacobine. Donc c'est une évolution, mais sans doute c'est une évolution qui se fait à travers aussi le catholicisme social, ce qui explique d'ailleurs qu'une grande partie du clergé, en tout cas des curés, soit favorable à la Révolution en 1948. Et il y a beaucoup de textes, de discours qui expliquent que la Révolution, cette Révolution, va réconcilier les deux Frances que la Révolution française avait séparées, la France religieuse et la France, on dirait aujourd'hui, laïque. Mais là d'une certaine façon, on hérite de ces dimensions sociales. Ça fait partie de l'évolution. Et on ne peut pas dire non plus que c'est la naissance de l'État-providence. Parce que non. Ça reste de l'ordre de l'assistance. De l'assistance. Oui. Ça reste de l'ordre de la charité, transférée à l'État, et de l'assistance. C'est des choses, par exemple, si on s'intéresse à Robespierre, c'est des choses qui sont familières, parce que dans le nord d'où il vient, côté d'Arras, tout ça, dans les Flandres, il y avait toute une tradition qui venait de l'Espagne lointainement, et il y avait cette formule qu'employaient les évêques d'Arras, et notamment celui qui employait Robespierre: le surplus du riche appartient aux pauvres. Voilà. C'était sous l'Ancien Régime, c'était une maxime, mais ce n'était pas l'État-providence, c'était la charité. C'est-à-dire le devoir du chrétien, c'est que, mêlé sans doute avec du paternalisme, mais donc c'était des idées très classiques. Et sans doute, par le biais du développement du catholicisme social, c'est quelque chose qui se répand dans la culture politique au milieu du siècle. Dans ce moment qui est très particulier, février-mars 48, c'est très particulier. Très bien. C'est plus enthousiasmant que la Révolution française, je pense. Ça a l'air plus authentique. Voilà, plus authentique. Je trouve que c'est moins connu. Mais parce que le 19e siècle est totalement oublié. Bon, il n'a pas de chance, il est entre les hécatombes du 20e siècle et la Révolution française. C'est pas très confortable comme situation historique. Et si bien que le 19e est passé à la trappe, il n'y a pas énormément de travaux, il y en a bien sûr, mais mériterait d'en avoir beaucoup plus sur l'histoire du 19e siècle. Bon, je vais terminer avant de donner la parole à Lassalle sur la dernière question. Excusez-moi, on traverse les siècles, mais plutôt sur le 20e, il y a une question toute bête. La Révolution nationale, qui s'appelait telle en 1940 avec Vichy, ne figure pas véritablement dans le livre. Alors que, est-ce que c'est, je vous rappelle quand même le 10 juillet 40, l'acte qui est voté par l'Assemblée nationale, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a une forme de légitimité, puisque c'est controversé, mon cher. C'est très controversé. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que... Non, mais la liberté du vote aussi, il y a des doutes. Avec des gens qui ne sont pas là, des pressions qui sont faites sur les différents parlementaires, etc. Mais il y a quand même un changement pour le tout, puisque c'est l'État français qui se substitue de fait à la Troisième République, avec un certain nombre de décrets signés du maréchal Pétain qui a tous les pouvoirs. Pourquoi on ne peut pas parler de révolution? Puisque d'ailleurs, le mot d'ordre qui va être mis en avant, c'est la révolution nationale. Non, mais laissons de côté l'aspect institutionnel, parce que la naissance de ce régime semble quand même entachée d'illégitimité et même d'illégalité, je ne sais pas, mais en tout cas d'illégitimité. Mais il se revendique comme révolutionnaire. Alors le problème, c'est que c'est un régime en période d'occupation, mais il y a toute une partie de sa politique qui relève de l'idéologie de la révolution nationale. Et qui, en effet, c'est le projet de revenir sur un siècle et demi d'histoire pour remonter avant 1789 et, au fond, déraciner ce que les gens de Vichy considèrent comme un poison qui a conduit à la catastrophe. Alors, je crois que c'est la seule fois dans notre histoire où la contre-révolution a été au pouvoir. C'est-à-dire avec une tentative d'effacer
un siècle et demi d'histoire. Donc là, c'est une révolution nationale qui est en fait une contre-révolution. Jamais les contre-révolutionnaires, jamais même Napoléon n'est pas un contre-révolutionnaire, la monarchie restaurée n'est pas contre-révolutionnaire. La seule fois dans notre histoire, c'est vraiment sous Vichy. Alors ça ne concerne pas tout Vichy, bien sûr, ça concerne les idéologues du régime, je ne me rappelle plus comment s'appelle, plus ou moins d'ailleurs baroque et fantasque, les uns et les autres. Ça ne concerne pas quelqu'un comme Delattre de Tassigny, qui n'adhère à Vichy que parce qu'il croit que c'est le moins mauvais moyen pour préparer la revanche et la victoire future. Donc c'est vraiment, je crois que c'est un petit secteur à Vichy, d'idéologues très influents qui sont autour de Pétain et qui réellement rêvent d'effacer les conséquences de la Révolution française. Hein. C'est la seule fois dans notre histoire où ils auront eu l'occasion de tenter d'inverser le cours des choses avec le résultat que l'on sait. Mais on n'inverse pas le cours des choses. Mais par rapport à la définition que tu donnes de la révolution, c'est pas une révolution, tu dis c'est une contre-révolution. Mais je crois que c'est une vraie contre-révolution, mais comme disait Benjamin Constant, la contre-révolution ne peut être qu'une révolution en sens contraire, et non pas le contraire d'une révolution. Parce qu'après tout, pour faire la contre-révolution, il faut faire la révolution, parce qu'il faut détruire. Alors qu'un vrai contre-révolutionnaire ne détruit rien. Le vrai contre-révolutionnaire, c'est Joseph de Maistre. Il dit de toute façon, tout est dans la main de la Providence. On n'a pas besoin de s'en occuper. Les choses changent. Ça ne nous plaît pas, mais c'est comme ça. Et on n'a pas le pouvoir de Dieu de s'opposer à ce qui est. Et il explique ça dans une belle lettre à Bonald. Il lui dit, mon cher ami, calmez-vous, tout va mal, certes, mais qui vous dit que ce mal n'aboutira pas à un bien? Et de toute façon, nous ne sommes pas maîtres de tout ça, alors restons calmes. Et on est punis pour la même occasion. C'est la moralité qu'on peut avoir aujourd'hui, d'ailleurs. On est punis pour la même occasion. Oui, en plus, Dieu nous punit par l'occasion. Parce que bon, là, c'est la fameuse aussi formule de Pétain, nous payons le prix de nos fautes, qui était quand même une formule. Ah bah ça, c'est tout à fait, oui, ça c'est tout à fait contre-révolutionnaire, mais la contre-révolution, normalement, n'est pas militante. Elle est spectatrice du désastre. Alors que les gens qui sont à Vichy sont de vrais révolutionnaires au service d'une contre-révolution. C'est plus les disciples de l'abbé Baruel que de Maistre. Ouais. Maistre dit « asseyez-vous tranquillement sur le pas de votre porte et regardez le monde s'écrouler ». Et Baruel dit, il le dit textuellement dans son livre, il dit « faisons comme les Jacobins et nous détruirons la Révolution ». Ça, c'est le programme de de gens qui sont autour de Pétain à Vichy. Les idéologues de la Révolution nationale, c'est ça. Ok. Voilà. Alors, on arrive au dernier moment, parce que l'histoire est ouverte. Aujourd'hui. Sur la situation actuelle. Il y a quand même je voudrais citer une chose à propos de aujourd'hui. Moi aussi. Tu reprends un peu l'ensemble de ces révolutions. Il y a plusieurs formulations sur lesquelles j'aimerais t'interroger un peu. Oui. Tu dis ceci: en France, l'autorité possède du pouvoir, mais elle est privée de toute légitimité. Elle ne rencontre aucune vraie limite dans le droit ou les institutions, mais d'un autre côté, elle ne peut se reposer sur aucune espèce de confiance ou d'adhésion. La défiance est la règle. C'est une des leçons que tu tires de l'ensemble des révolutions. Oui, bien sûr. Donc la défiance est la règle, c'est l'un des paradoxes français, et la raison pour laquelle notre histoire politique ne cesse de tituber de révolte en révolution depuis maintenant près de 2 siècles. On a envie de te dire, est-ce que ça va finir? Pourquoi ça finirait? Il n'y a pas de raison, non? Après tout, c'est notre État, visiblement non. La France n'a jamais trouvé son assiette politique. C'est-à-dire que même la monarchie n'a jamais été d'une légitimité incontestée. Elle était forte, mais en même temps, chaque fois qu'elle s'est trouvée dans des circonstances historiques graves, guerre religieuse, etc., elle a été menacée dans son existence même. Donc il n'y a jamais eu ce consentement autour des institutions qui existe dans d'autres pays. Jamais. Et en face de ce pouvoir finalement fragile, qui peut être obéi, qui est même généralement obéi, heureusement,
qui peut être même susciter une adhésion momentanée, il n'y a pas une société forte qui représenterait un pôle de stabilité. Et c'est ce qui explique qu'au fond, on va toujours de révolte en révolution sans jamais trouver de situation stable. Hein. Et on voit ça dans toute notre histoire. Il suffit de regarder le nombre de nos républiques. On en est à la 5e, mais il faut rajouter celles qui n'ont pas duré. Et beaucoup de gens, c'est pas une minorité, beaucoup de gens pensent que le moment est venu de passer à une 6e république. Et ensuite penseront que une 7e ne serait peut-être pas inutile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consentement. Et heureusement, nous avons, à défaut d'une société cohésive, qu'on n'a jamais eue non plus, n'est pas l'Angleterre, à défaut d'institutions politiques respectées, légitimes, comme disait Ferrero, la légitimité, c'est de considérer les institutions comme le soleil. Il se lève le matin, il se couche le soir. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi le soleil se lève le matin. Mais on se pose en permanence la question de savoir si nos gouvernants sont légitimes. On dit voilà, ça c'est un pays qui ne trouve pas son état stable politiquement. Mais à défaut de tout ça, de ce que nous n'avons pas, nous avons une administration, nous avions une administration qui est le nerf solide de l'histoire de France depuis l'époque moderne. Depuis le développement depuis que le roi n'est plus le roi de justice, mais est devenu le roi qui administre le pays, le royaume, etc. Et donc nous avons cette administration qui supplée à la faiblesse de la légitimité politique. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve, bien sûr, de manière récurrente. Chaque fois qu'il y a des problèmes, chaque fois qu'on se heurte à une difficulté, eh bien, on fait l'expérience de la faiblesse du pouvoir. Hein. Sur l'administration, je ne sais plus qui disait, finalement, il n'y a plus que ça qui tient devant Au 19e, c'est l'administration qui assure la continuité de la vie nationale, à un moment où les régimes sont contestés, fragiles et éphémères, au fond. La monarchie n'arrive pas à s'enraciner. La monarchie de Juillet, c'est quand même un fiasco terrible, et sa légitimité est par terre dès 1834-35. Hein. Guizot va la tenir à bout de bras, mais lui-même n'est pas très populaire, c'est le moins qu'on puisse dire. La Seconde République va s'effondrer. Certes, s'ils avaient permis la réélection du président, elle aurait peut-être duré plus longtemps, mais interdire par avance à un Napoléon de se faire réélire, c'était quand même un pari risqué sur l'avenir. La Troisième République commence difficilement, à l'époque de la République des Ducs, etc. Ensuite, elle est consolidée par le suffrage, mais dès les années 1885-90, elle est dans une crise profonde, dont elle va sortir avec la Première Guerre mondiale, parce que là, il y a le sursaut patriotique. Et puis, dès la fin des années 20, rebelote, à nouveau, c'est une crise permanente. La quatrième, qui a bien des mérites, on dénigre trop la quatrième, elle a fait beaucoup, mais en même temps, elle n'a jamais réussi à acquérir respect et légitimité. La cinquième, ça va, mais elle titube depuis quand? On ne sait pas aujourd'hui depuis quand. On a réduit à 5 ans. Depuis, alors après, tout dépend des opinions de chacun. Il y en a qui diront 81, d'autres 74, d'autres Chirac, voilà. Mais voilà, elle survit à coup en plus d'amputations qui la défigurent, comme le quinquennat. Donc, voilà, on n'arrive pas à trouver le secret des institutions. Alors, certains te diront que, enfin, je vais rebondir un peu spontanément, sur l'importance de la classe moyenne. Je pense à un moment donné, le moment giscardien, qui disait finalement, un Français sur 3, on a une grande classe moyenne, et finalement, c'est avec les classes moyennes... 2 Français sur 3. Oui, parce que 1 sur 3, ça ne marche pas. Pas 1 sur 3, pardon. 2 sur 3. Et c'est avec eux qu'on une forme, j'allais dire, d'intelligence, on ne peut le dire pas comme ça, mais on peut avoir un gouvernement modéré qui s'appuierait sur ça. Alors, on te dira aujourd'hui que cette classe moyenne, elle est un peu en morceaux. Oui, c'était le rêve orléaniste, parce que Guizot a la même ambition, c'est-à-dire favoriser la formation d'un socle d'une France propriétaire, qui aurait donc intérêt à la conservation des choses, d'un ordre stable et prospère. Simplement, la question industrielle,
a fait exploser ce rêve qui était celui des élites de la monarchie de Juillet, qui était un rêve tout à fait louable, qui était au fond de trouver l'équivalent dans la classe moyenne de ce qu'est la gentry en Angleterre, une base sociale garantissant la stabilité. Et il est vrai que les 30 Glorieuses ont favorisé l'essor d'une classe moyenne et que les évolutions économiques depuis une trentaine d'années, 25 ans, depuis un quart de siècle, eh bien, ont eu tendance à laminer cette classe moyenne et à l'appauvrir. Et là aussi, malheureusement, c'est que moi j'étais giscardien étant jeune, j'ai beaucoup aimé Giscard. Le rêve giscardien a fait faillite lui aussi parce que voilà, la question sociale se pose différemment aujourd'hui. Mais peut-être aussi parce que historiquement, nos classes aisées et instruites ne sont jamais devenues des classes dirigeantes, et ça c'est la faute de la monarchie. Hein. Il faut dire que s'il y a un grand coupable dans l'histoire de France, c'est Louis XIV. Voilà. Parce qu'il a empêché la classe instruite de devenir une classe dirigeante. Il en a fait une classe parasite de cour, riche certes, mais qui n'avait pas de rôle dans l'État. Et ce qui fait la stabilité de l'Angleterre, c'est quand même l'intégration du pouvoir économique, du pouvoir social et du pouvoir intellectuel. Et c'est au fond une classe dirigeante mêlée, intégrée. Et nous, on n'a pas. Voilà. Et sans doute l'explication du malheur français, pour parler, c'était qui le malheur français? C'était Perfit. Le malheur français. Et Gauchet maintenant qui a pris la suite de Perfit, c'est ça le malheur français. Nous, notre malheur, c'est Louis XIV, hein, c'est l'absolutisme qui a empêché une évolution plus libérale, une évolution qui aurait fait sa part aussi aux initiatives locales, et on le paye cher aujourd'hui. Quand l'État n'a plus les moyens, eh bien on voit que le fait d'avoir étouffé les corps intermédiaires et les ressources locales est quand même très pernicieux. Donc on paye très cher Versailles en fait, hein, je crois. Et, voilà. J'avais une autre question, Oui. Je vais revenir dans le débat sur les Gilets jaunes et on terminera là-dessus. Le retour à la révolte. Voilà. Comment analyser la révolte. ce mouvement quand on le situe dans une longue histoire? Le retour à la révolte, parce que alors beaucoup de gens pensent aujourd'hui qu'on va vers une révolution. Oui, oui. On le lit tous les jours. Moi, j'y crois pas du tout, parce qu'une révolution suppose deux choses. Du moins, la révolution moderne, à moins qu'une nouvelle forme apparaisse. La révolution moderne comporte un projet, c'est-à-dire l'idée d'un dépassement de la situation actuelle. Et d'autre part, les révolutions, même si elles peuvent nous paraître atroces, on peut penser à n'importe quelle révolution qui s'est produite dans le monde, elles peuvent être atroces par leur violence, néanmoins, elles reposent sur une idée du bien commun, qui lie les gens dans une aventure commune et au service d'un avenir commun. Après tout, les possédants dans la révolution marxiste auront leur place dans la société sans classe, du moins ceux qui auront sauvé leur tête. Mais néanmoins, ils sont appelés à réintégrer la collectivité dans la société sans classe. Voilà. Ça, c'est la révolution. Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a pas de projet alternatif politique, personne n'a de projet alternatif, et l'idée d'un bien commun est quelque chose qui, à mon sens, n'existe plus dans la société française pour toutes sortes de raisons, les unes évidentes, les autres un peu moins, mais bon, c'est l'idée même du bien commun qui s'est défaite. Et les Gilets jaunes étaient tout à fait symptomatiques de ça. Après tout, ils n'ont pas de revendication. Le RIC n'est pas une revendication, donc il n'y a pas de revendication. Il n'y a pas non plus ce qui fait la force des révolutions, qui est l'espérance dans l'avenir. Il n'y a pas de révolution sans espérance. Alors dans les Gilets jaunes, il n'y a absolument aucune espérance. Et il y a un rapport au pouvoir qui est exactement celui des jacqueries de l'Ancien Régime. On s'adresse au prince, au roi, en lui demandant la réparation des injustices et la punition des mauvais ministres. Et c'est exactement ça. Les Gilets jaunes au début, c'est un appel à l'État. Ce n'est pas une contestation de l'État. Dans ce sens-là, c'est un mouvement qui n'est pas révolutionnaire. Il traduit plus le désespoir social que l'espérance dans les lendemains qui chanteront. Hein, voilà. Bien, écoutez, on va s'arrêter là en remerciant... C'est moi qui vous remercie. Merci.
Merci. C'est bien? Content.